Donc nous allons commencer par l'intervention donc, du docteur Nizar Malawi. Tout à fait. Voilà. Donc Nizar est pédiatre au sein de l'unité de l'UIHR, donc l'unité d'hémato-immuno-pédiatrique de Necker, co-coordinateur donc, du centre de référence CEREDI, qui est notre centre de référence à tous, et qui est notamment donc, responsable du programme sur la transition, avec notamment la suite à Necker. Très bien, merci beaucoup à Iris de m'avoir invité à cet anniversaire, 25 ans, c'est pas rien. Donc moi je vais parler de la période un peu avant, 15-25 ans plutôt, sur la thématique que vous m'avez demandé de traiter, la transition alors de l'enfance à l'âge adulte. Je vais me concentrer plutôt sur la médecine pédiatrique et la médecine adulte, mais vous allez voir qu'il y a un peu quand même de thématiques qui vont au-delà, je dirais, de la prise en charge juste du soin. Je vais commencer par ce rituel. Il y a beaucoup de rituels dans la vie. Il y en a peut-être un petit peu moins dans nos sociétés occidentales actuellement qu'il n'y en a eu par le passé. Et le Japon déroge peut-être quand même un petit peu à la règle. Ce n'est pas un pays occidental, c'est peut-être pour ça, mais c'est un jour férié que le jour de la majorité, qui est au Japon de 20 ans. Et c'est un moment extrêmement important où les jeunes sont célébrés. Alors ils doivent aller en mairie pour officialiser leur passage à l'âge adulte. Et il y a même une cérémonie qui est organisée. Et ça a lieu tous les mois de janvier, là-bas. Alors, ça c'est pour la population en général. Quand on a une maladie, et a fortiori une maladie rare, eh bien on se sent pas du tout... Enfin, en tout cas, c'est plus difficile de se sentir faisant partie du groupe. Et donc, j'avais bien aimé cet essai publié il y a un an et demi dans le New Yorker qui parle exactement de cela. Et puisqu'on est ici dans le contexte des maladies rares, je vais passer relativement vite, mais vous savez quand même qu'il y a beaucoup de maladies rares. On estime qu'il y a environ 8000 maladies rares. Qu'en France, ça représente quand même, mise tout ensemble, 3% de la population. Et 90% de ces enfants avec une maladie rare, ou qui sont quand même souvent des maladies chroniques, vont quand même atteindre l'âge adulte. Ce qui est quand même vraiment quelque chose de très nouveau. C'est pas tout récent, bien sûr, ça s'est fait très progressivement, mais c'est quand même quelque chose qui n'était pas si évident que cela il y a 20 ou 30 ans, et donc comme Iris a 25 ans, je voulais quand même le mentionner. Il y a quand même encore des défis, notamment sur ne serait-ce que l'observance thérapeutique, et qui est quand même une problématique accrue au cours de l'adolescence. Ce qui fait que la transition est devenue un problème dans les maladies chroniques, est devenue un problème de santé publique. Donc il y a le plan maladie rare numéro 4 qui devrait être annoncé prochainement. Et depuis le plan numéro 2, la transition est vraiment bien inscrite comme un des enjeux importants. Alors, quelques mots peut-être de définition. La transition est un... Alors, est-ce que ça marche c'est la première fois que j'utilise ce pointeur, c'est peut-être ça. Voilà, c'est celui-là. Donc, la transition, c'est une période longue de plusieurs années qui commence en pédiatrie et qui ne s'arrête pas au moment où on passe finalement le relais, un peu comme dans une course, où on passe le relais. Je ne dis pas qu'on passe le patient, je dis qu'on passe le relais, c'est-à-dire la prise en charge de l'équipe, et j'insiste sur le mot équipe, pédiatrique, donc le médecin, l'infirmier, le kiné, le psychologue, etc., et tous les soignants de l'équipe pédiatrique, aux membres de l'équipe adulte. Et donc la transition continue en fait un temps qui dépend en fait au cas par cas d'un patient. Et alors, quand est-ce qu'on commence ? Eh bien, en général, on commence vers l'âge de 12-13 ans. Il y a même dans d'autres disciplines que la nôtre, ici à Necker, des collègues qui nous disent qu'eux, finalement, ils commencent même à l'âge de 7 ans, parce que 7 ans, c'est, soi-disant, l'âge de raison. Alors, ça ne veut pas dire qu'on commence déjà à demander au patient à connaître tout par cœur, le nom de sa maladie, le nom de son traitement, de pouvoir tout réciter. Il y en a même qui, à 20-25 ans, n'y arrivent toujours pas. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas demander ça à un enfant de 7 ans, et ni même à un jeune adolescent. Mais le simple fait déjà d'évoquer qu'il
il va y avoir un relais à un moment donné. C'est déjà commencer à faire de la transition. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai mis cette image. Bien sûr, on vient de parler de manière abondante du dépistage néonatal. Alors voilà, pour les déficits immunitaires, on va être concernés très prochainement. Mais nos collègues qui sont déjà concernés dans d'autres spécialités comme la mucoviscidose ou d'autres pathologies, ils le disent très bien. Quand ils annoncent à des parents d'un tout jeune bébé qui a 3 semaines de vie, que ce bébé qui, par définition, puisqu'on le dépiste, il va bien en apparence en tout cas, mais la maladie est déjà là, eh bien ils annoncent 2 choses. La première, c'est le diagnostic, et là évidemment il y a le moment du choc de l'annonce diagnostique, et donc il faut prendre en compte tout cela, mais ils annoncent aussi qu'à un moment donné, ce sera plus le pédiatre XY qui va suivre ce patient, enfin, donc là c'est un bébé, mais qu'à un moment donné il sera suivi en médecine adulte. Et c'est cristallisé. C'est pas le sujet aigu de l'annonce diagnostique, mais c'est cristallisé. Et au moment où ce sera rediscuté, vers l'âge donc de 12, 13, 14 ans, eh bien, les parents le disent très bien. Ah oui, c'est vrai qu'on se souvient que vous nous avez dit ça. Alors, il y a une définition internationale qui est que c'est un mouvement intentionnel, planifié, hein, donc on organise ça, concernant les adolescents et les jeunes adultes, donc 15-25 ans globalement aujourd'hui, atteints soit de problématiques de type handicap ou de maladies chroniques, à donc passer du système de soins pédiatriques au système de soins adultes. Une définition un peu longue, il y a d'autres définitions, mais qui globalement recouvrent la même chose. Et pour les déficits immunitaires, on voit bien, comme pour beaucoup de maladies rares et de maladies chroniques, qu'il y a de plus en plus de patients, décidément, donc il y a des cohortes croissantes de patients, je vous montrerai quelques données après, qui a une augmentation de l'espérance de vie. Par exemple, pour les patients greffés, on l'a bien vu avec, sur les présentations précédentes. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'on modifie l'histoire naturelle, c'est-à-dire que pour un certain nombre de patients, il est extrêmement important d'assurer un suivi au long terme de ces patients et pas forcément considérer que même si une greffe a parfaitement bien marché et que tout semble parfaitement rouler, qu'il faut arrêter le suivi parce que là, on n'est pas du tout sur quelque chose de connu, littéralement. Le livre de l'histoire de la médecine est en train d'être écrit. On écrit les pages, on écrit le paragraphe, et c'est bien pour ça qu'on fait ce métier et qu'on travaille ensemble avec vous, avec Iris. Alors, cette petite image ici, moi, j'aime bien la montrer parce que c'est globalement. J'étais en réunion dans le nord de l'Angleterre, c'est un hôpital équivalent à Necker, où on travaillait sur les greffes de moelle dans les déficits immunitaires, et puis j'avais pris ça en photo. Et ça, c'est le local de consultation pour les vieux enfants. Je lis littéralement ce qui est écrit ici, là. Donc c'est All Children's Outpatient. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un vieil enfant. Je pense qu'on reste un enfant toute sa vie, mais je ne pense pas qu'il voyait des patients de 60-70 ans. Je pense que c'est plutôt un biais un peu pédiatrique de vouloir quand même globalement, finalement, pas tellement couper le cordon. C'est une expression un peu peut-être galvaudée, mais qui est quand même assez utilisée. Donc il faut qu'on travaille, nous aussi, en pédiatrie avec nos collègues adultes. J'y reviendrai un petit peu après. Au niveau donc, du registre du centre de référence des déficits immunitaires, le CREDI, je voulais insister sur le fait qu'il y a une structuration, ça a été dit quand même plusieurs fois depuis le début de l'après-midi, il y a une structuration qui a été d'emblée organisée au niveau national avec un maillage très fin qui concerne tous les CHU, et dans chacun des CHU, au moins un service de médecine pédiatrique, il peut y en avoir plusieurs, associé à au moins un service de médecine adulte, et il peut y en avoir plusieurs. Et l'idée, c'est qu'ils travaillent main dans la main. Et pour certains de ces CHU, nos collègues nous disent, finalement, c'est vrai que c'est bien que vous nous ayez invités à nous organiser comme ça. Ça nous a permis de vraiment mieux nous connaître et de mieux et plus travailler ensemble. Alors, ça, c'est donné donc ce qu'on appelle une pyramide des âges. Je vais la montrer sur l'écran, je crois que c'est plus simple. Pyramide des âges, globalement de 15 à 25 ans. Donc, c'est une barre représente une année. Et donc, aujourd'hui, il y a 1356 patients atteints d'un déficit immunitaire inclus dans le registre et âgés de 15 à 25 ans. Alors, il y a un petit peu plus de garçons, comme le professeur Fischer l'a montré avant. C'est aussi lié au biais, entre guillemets, de représentation des maladies transmises par les mutations sur les gènes portés par le chromosome X. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de patients qui ont 15, 16, 17, 18. Probablement, ceux-ci sont suivis en pédiatrie. Probablement qu'il y a un peu de ces patients un petit peu plus âgés, qui ont la vingtaine, qui sont suivis en médecine pédiatrique. Je le sais, je ne citerai personne, qu'il y a des patients qui ont 35 ans et qui viennent encore en pédiatrie. Ça existe. Voilà. Mais il y a pour de bonnes raisons, je les ai évoquées juste avant, comme mieux connaître l'histoire naturelle de la pathologie, y compris après modification thérapeutique.
Alors, quelle pathologie ont-ils, hein? C'est globalement le même tableau que ce qu'a montré le professeur Fischer tout à l'heure, mais résumé sur la section des patients 15-25 ans. Donc 30% ont un déficit B. Alors, il y a moins de déficit immunitaire commun variable parce que ça représente c'est plutôt une pathologie qu'on verra chez les adultes. Hein, donc, il y a plutôt une surreprésentation d'autres formes d'hypogammaglobulinémie. Mais vous voyez que donc il y a 47% de patients qui ont un déficit T. Donc, par exemple, syndrome d'Aldrich, des SCID, ou enfin, en tout cas, des patients qui ont été guéris, traités pour leur SCID, ou d'autres formes de déficit immunitaire combiné. Et puis 22% de patients qui ont un déficit de l'immunité innée. Alors là, c'est la représentation par grande catégorie que vous voyez ici, là, et puis en fonction du sexe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 60% de ces patients qui ont, pardon pour la faute de frappe, une cause génétique identifiée. Hein. Tout à l'heure, le professeur Fischer nous a montré que c'était plutôt aux alentours de 45%. Et ce que je voulais dire, c'est que la période de la transition est très importante pour pouvoir refaire le point sur les recherches génétiques, notamment quand elles ont été faites par le passé et qu'elles étaient négatives 5 ou 10 ans auparavant. C'est important de refaire régulièrement des analyses. Il y a un progrès technologique très important qui est fait. Et donc, je ne vais pas revenir sur l'impact favorable que peut avoir l'identification du gène responsable, une mutation dans le gène responsable du déficit immunitaire. Alors, 36% des patients sont substitués par immunoglobuline. Et 300 patients ont eu une allogreffe de moelle et 8 une thérapie génique. Alors, en pratique, comment transférer, quand et comment? Globalement, j'insiste sur le fait que c'est vraiment au cas par cas. On essaye de s'adapter à chaque situation. On peut quand même donner quelques recommandations. Globalement, dire que pour l'âge, alors c'est pas recommandé de transférer à 12 ans en médecine adulte, c'est pas non plus forcément recommandé d'attendre 45 ans. On pense quand même qu'aux alentours de 18, 19 ans, c'est bien. Mais parfois, il y a des jeunes qui ont eu la maturité, voilà, 16 ans et demi, 17 ans, 18 ans, et qui sont prêts, et qui le demandent parfois. Donc, on peut organiser les choses un petit peu plus tôt que ce qu'on aurait pensé, nous, spontanément. Ce qui est très important, donc, c'est que le patient, mais aussi ses parents, soient prêts, mais aussi les équipes médicales, les équipes de soins. Et une façon d'être prêt, c'est d'être assez autonome, le plus autonome possible, vis-à-vis de la prise en charge médicale. Donc, au moins connaître le nom de sa pathologie, connaître les médicaments qu'on prend, quels sont leurs intérêts et leurs éventuels inconvénients, savoir comment réagir en cas de complications, par exemple une fièvre, une toux ou d'autres complications. Et ça passe notamment par des approches d'éducation thérapeutique du patient. Alors, aussi, tenir compte du choix du patient, tenir compte de l'équilibre de la pathologie. Essayons de ne pas transférer un patient par les urgences ou en urgence, c'est-à-dire il ne va pas bien, bim, je le confie à mes collègues adultes, même si tout ce qu'on a essayé de mettre en place n'est pas encore bien acquis par le patient, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Et puis, aussi, si par exemple en pédiatrie, il y a des cas, c'est des maladies, il peut y avoir plusieurs frères et sœurs atteints, eh bien, si on a des frères et sœurs qui sont assez proches en termes d'âge, peut-être qu'on peut faire une transition peut-être ensemble, groupée. Alors, il y a des situations où c'est complexe. Dans les déficits immunitaires, il y a plein de pathologies différentes. Il y a des pathologies dites syndromiques qui peuvent nécessiter une prise en charge multidisciplinaire, donc dans plusieurs services. Il peut y avoir aussi des complications liées au déficit immunitaire ou à d'autres aspects de la pathologie. Et donc, il va y avoir, là, vous voyez, potentiellement une transition qui peut être vraiment kaléidoscopique. Ça, c'est quand on est suivi dans un seul centre. Mais imaginons que nous, on est centre de référence ici. On peut avoir des patients qui viennent d'assez loin et qui ont un suivi aussi localement. Et donc, là aussi, à l'échelle locale, il va falloir penser à faire une transition. Donc, vous voyez que ça peut être très compliqué pour les familles, pour les patients, puis aussi pour l'équipe ici, d'assurer que tout se passe bien. Alors, parfois, c'est dans le même hôpital, mais assez souvent, ce qui se passe, c'est que quand on transfère en médecine adulte, c'est dans un autre hôpital. Et ça veut dire que je suis trop bavard. Et que parfois, c'est dans même différentes villes. Et il y a un vrai défi qui est le handicap physique, mais aussi les difficultés cognitives que peuvent avoir certains patients. Alors, une transition non réussie, c'est quoi? C'est des visites médicales irrégulières. C'est-à-dire un patient vient, il ne vient pas.
une mauvaise observance thérapeutique, je l'ai observé juste avant. Donc, par exemple, un patient qui est substitué par immunoglobuline sous-cutanée, il est au domicile, on peut le voir en consultation tous les 3, 4 mois, 6 mois, en fonction de l'état des besoins. Et puis, on se rend compte en faisant une prise de sang que le taux d'immunoglobuline G circulante n'est pas adapté au traitement qu'il est censé recevoir. Donc là, ça doit nous faire réagir. Si un patient vient aux urgences, passe aux urgences ou voilà, de manière évitable ou inadaptée, c'est aussi un signe pour nous qu'on doit reprendre certaines choses avec lui. Mais quand il y a, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une continuité de la prise en charge entre la pédiatrie et la médecine adulte. Il y a quelques indicateurs de succès si les patients sont satisfaits. Et globalement, si un patient revient nous voir en pédiatrie en disant ça s'est pas bien passé avec votre collègue adulte que vous nous avez conseillé, bon, ça arrive très rarement, ça peut arriver ponctuellement. Et puis évidemment, si on a aussi un patient qui va bien, qui ne passe pas, qui n'est pas hospitalisé et réhospitalisé pour des complications évitables, ou qui ne passe pas aux urgences pour ce type de choses, c'est très important. Alors, globalement, comment faire? Vous m'arrêtez si je dépasse beaucoup, mais 2 minutes, 2-3 minutes, d'accord. Globalement, là, ça c'est un modèle qui est assez largement présenté dans les articles, dans les centres de référence, au sein des associations de patients. C'est qu'on fonctionne en tripode. Donc il y a l'équipe médicale, il y a la famille, l'entourage, et puis le patient. Alors le patient, vers l'âge de 12-13 ans, il est plutôt passif, il reçoit les soins. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, il y a parfois bien sûr des jeunes de 12-13 ans qui sont très actifs dans leur prise en charge. Mais l'idée, c'est qu'ils passent progressivement à un mode où il est beaucoup plus acteur de sa prise en charge et décisionnaire de sa prise en charge. Ce qui veut dire que les parents doivent eux aussi petit à petit lâcher un peu du lest, et ça, c'est pas facile. Alors, nos collègues anglais, ils aiment bien tout organiser, planifier, présenter les choses très bien. Et donc voilà, le patient ici, là, il est au milieu avec son dossier qui contient tout un tas de trucs, tout un tas de documents très importants. Ici, il passe en médecine adulte. Et donc derrière, il y a son entourage, les équipes, les membres de l'équipe soignante. Et puis ensuite, il passe en médecine adulte. Et vous voyez que c'est comme sur un tapis roulant, tout va bien, c'est magique, c'est magnifique. Et en fait, quand on leur demande à eux qui ont rédigé ça, si ça marche comme ça, ils nous disent que non. Et donc, globalement, la raison pour laquelle ça ne marche pas si bien que ça, elles sont différentes, mais il y a une chose, c'est qu'on oublie souvent quand on discute avec les patients, ils nous le disent, c'est qu'on est d'abord des jeunes gens avant d'être des jeunes patients et qu'on a d'autres objectifs quand on a 15 à 25 ans que vous, médecins ou soignants, vous ne comprenez pas forcément toujours en compte. Ça, c'est très important. Et ils nous disent, voilà, les parents, mais les soignants aussi, ils nous disent ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire c'est un peu... il y a des couleurs, mais c'est un peu chaotique, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas forcément se repérer. Ici, entre la pédiatrie et la médecine adulte, on peut tomber dans le trou et pas se relever. Bon, évidemment, il y a aussi un certain nombre de solutions qui existent, mais l'idée, c'est que ce n'est pas facile de se repérer. Alors, pour les déficits immunitaires ou les maladies auto-immunes, dans le cadre de notre réseau européen, il y a eu une étude qui a été publiée l'année dernière et qui montre que les faiblesses sur lesquelles donc, on doit travailler, c'est une problématique de prise en charge globale en médecine adulte, qu'il y a une fragmentation des différents services de médecine adulte, je l'ai évoqué juste avant, qu'il y a aussi pas toujours des ressources humaines et des structures adaptées à ces adolescents, et puis on manque souvent de temps pour préparer toute la documentation nécessaire, le dossier, et ça, en gros, c'est un manque de financement pour les ressources humaines. Et quand on interroge les jeunes, ils nous disent clairement qu'il y a des aspects stimulants, ils ont un vrai besoin d'autodétermination, je vous laisse lire un petit peu les verbatims, qu'il faut absolument penser aux parents. Ils ont parfois ce que j'appelle des stress post-traumatiques quand on discute. Je me souviens avoir fait une réunion avec d'Iris à Angers, et où il y avait le groupe des jeunes, le groupe des parents. Les parents, ils parlaient, ils pleuraient, ils n'en pouvaient plus. Etc. Les jeunes, j'étais là, bon, nous, tout va bien. Alors quand on discute avec eux, il y a des sujets, mais finalement, ils ne vivent pas les choses de la même manière. Autrement dit, les parents, on les oublie un petit peu, et c'est dommage. Alors, pour faire très court, on est capable de produire des plateformes transition pour l'ensemble des maladies rares, ou un très grand nombre de maladies rares. Donc nous, à Necker, il y a 4000 maladies rares qu'on voit dans 40 centres de référence différents. On a travaillé ça depuis 2014. Je vais passer très très vite. Les filières de santé, où il y a un groupe interfilière qui a produit des documents qui sont globalement les mêmes, et donc on est vraiment raccord sur ce travail-là. Il y a un espace transition qui existe à Necker depuis 2016, mais en réalité,
Il y en a maintenant 14 dans toute la France, basés peu ou prou sur le même modèle. Beaucoup à Paris et en région parisienne, mais aussi à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, et d'autres vont ouvrir. Récemment, j'ai discuté avec nos collègues de l'île de la Réunion qui sont intéressés. Et Hippopie, donc Hippopie, c'est l'association mondiale des patients dans laquelle Iris est très bien représentée. Martine Perjean est la présidente d'Hippopie. Et donc, avec cet outil de données et d'utilisation de données au niveau international, on voit bien qu'il y a des choses qui existent dans beaucoup de pays, pas tous, et qu'un des problèmes rencontrés, et mes collègues adultes en parleront certainement très bien, c'est pas de relais ou peu de relais adultes. C'est pour ça que même nous, en France, on essaye de favoriser les choses et on monte des ateliers. Alors là, c'est les collègues de Robert Debré, qu'on appelle « Vos jeunes patients débarquent ». Il y a une culture pédiatrique et une culture adulte dans le soin qui n'est pas toujours... sur lequel il faut qu'on se raccorde. Et puis, je voulais mentionner cette diapo finale. Donc, mentionner ici Claude Grisselli, qu'Alain Fischer a cité tout à l'heure, et qui a beaucoup œuvré pour la santé des adolescents, et entre autres, bien sûr. Et donc, on a des projets de recherche-action qu'on mène avec Imagine, qui s'appelle Imagine la suite. Et l'idée, c'est d'insérer sur le plan socio-professionnel des patients atteints de maladies rares qui ont des handicaps. Ils ont des difficultés à trouver un premier stage, une première alternance, un premier boulot, alors qu'ils ont les diplômes, et donc on essaye de les aider là-dessus. Voilà, je vous remercie. Merci Lisa. Merci. Merci beaucoup.